Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Grosjean-Nash. Il est le fondateur de la marque de bretelles Casual pour hommes, plus connue sous le nom de Bertel. Il l'a lancée en 2015 avec le souhait de démocratiser, de déformaliser, comme il le dit lui-même, les bretelles. La marque a un accent héritage et se montre décalée avec un style workwear assumé. Ils vend ainsi plus de 5000 paires par an, essentiellement en Europe, mais aussi au Japon, aux États-Unis et au Canada. Mais en plus de cette courte introduction un peu factuelle, il y a deux choses qu'il faut que je vous dise sur Gilles. Premièrement, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà eu une marque de chemise, Abby & Rose, qu'il a revendue en 2018. Et deuxièmement, Gilles est un homme généreux, bienveillant, passionné de finance, de stratégie et qui aime transmettre. Donc en parallèle de son activité de développeur de business de bretelles, Gilles accompagne avec une acolyte, Candice Rosenfeld, des marques créatives. Leur angle d'attaque est la finance, la stratégie et le branding. Ils apportent là un soutien complet, opérationnel, pragmatique, comme celui qu'il aurait aimé avoir quand il a commencé. Cette approche, celle de la transmission, résonne très fort chez moi et j'ai donc évidemment plein de questions à lui poser. Gilles, bonjour. Bonjour Astrid. Bon, alors j'aime bien commencer mes entretiens avec deux petites phrases qui est « Qui es-tu » et est-ce que tu avais déjà une idée en tant qu'enfant du job que tu aurais voulu avoir? Alors, moi je suis Gilles, je ne sais pas exactement comment me présenter, mais j'ai un parcours assez atypique, on en parlera certainement un peu plus tard, mais du coup, une idée de ce que j'aurais voulu faire en tant qu'enfant, je suis pas sûr, je crois que je suis passé par toutes les étapes traditionnelles d'un enfant qui grandit à la campagne, donc que ce soit le fermier ou d'autres métiers du terroir, j'y suis passé. Jusqu'à la mode des bretelles. Exactement, tout était possible alors. Un parcours tracé. Cool. Bah justement, alors c'est quoi ton parcours, tes études? Comment t'es arrivé à monter donc une marque de chemise, puis maintenant ta marque de bretelles, puis en plus cette activité de consultance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc je suis ingénieur civil de formation, parcours un peu technique, pas tout à fait passionnant pour être honnête, et je crois que je suis probablement un des pires ingénieurs qui existent. J'ai d'ailleurs jamais travaillé comme ingénieur, j'ai commencé ma carrière dans la finance, j'ai travaillé pour une banque commerciale pendant quelques années. Je me suis vraiment passionné pour ça, j'ai beaucoup appris, je crois que j'étais plus passionné par le métier de mes clients que par mon métier moi-même. J'ai notamment fait des fusions-acquisitions où j'ai accompagné des entrepreneurs dans la vente de leur entreprise. Cool. Ce qui était assez passionnant. Puis j'ai quitté ce monde-là pour travailler dans la finance beaucoup plus technique pour une entreprise d'assurance où j'étais responsable stratégique, un métier absolument abominable. J'ai quitté en urgence et j'ai finalement lancé ce que je rêvais de faire depuis longtemps, qui était lancer une marque. Donc c'était Abby & Rose que j'ai cofondé avec des associés en 2011. La première collection est sortie en 2012. Cool. Et donc c'était une marque de chemise. C'est une marque parce qu'elle existe toujours. Elle a été rachetée aujourd'hui par un groupe français, mais c'est une marque. Donc Abby & Rose, marque de chemise pour hommes. On avait un motto à l'époque qui était Men are boys with shirts, qui partageait vraiment l'idée derrière la marque. Donc vraiment l'esprit léger, on se prend pas la tête, on s'amuse. On a vraiment un produit de belle qualité, mais dans un contexte assez déformalisé et assez fun. Chouette. Et elle était où la production à l'époque? À l'époque, on produisait tout en Turquie. Alors, on a fait un test de production en Inde, mais l'essentiel de la production était fait en Turquie. Chouette. Et vous distribuez où? Alors, on avait 3 marchés essentiels qui étaient la France, la Belgique et l'Irlande. On distribuait essentiellement via un réseau de revendeurs. Ça, c'était vraiment... c'était à peu près 3 quarts réseau de revendeurs, 1 quart digital. Ok. Ah, déjà à l'époque? Déjà à l'époque, oui. Okay. Ouais. C'est toi qui t'occupais du développement commercial? Non, à l'époque, j'avais Stan qui s'occupait du développement du réseau de revendeurs et Pauline qui était responsable du digital, qui gérait l'entièreté à la fois de la gestion opérationnelle du site internet et de tout ce qui était advertising, tout ce qui était gestion des réseaux. Et vous travaillez alors avec des collections? On avait des collections, mais ce qui était un peu atypique, c'est qu'on produisait en amont. C'est-à-dire que on travaillait sur stock, oui. Donc, en fait, on produisait, c'était à peu près 250 pièces à la couleur. Et une fois que c'était livré, chez nous, on commençait à vendre. C'est carrément avant-gardiste. C'était peut-être un peu trop tôt parce qu'on était donc quand j'ai cédé la marque donc en début 2018 à mes associés et en 2017 on faisait 20 000 chemises à peu près. Donc c'était pas mal, mais du coup ça faisait des montants préfinancés qui étaient absolument gigantesques parce que et une problématique de stock. On le gérait donc on avait
en permanence un stock qui oscillait entre 100 000 et 250 000 euros en valeur. Ouais. Mais du coup, c'était sous contrôle. On avait une pression importante parce que c'était des montants quand même. Définissez que cet imprimé bleu-rose, définissez que cette chemise allait avoir le succès commercial d'être vendue à 200... On se plantait de temps en temps, évidemment, mais on avait une super équipe. J'avais à l'époque des associés, donc Jacques et Quentin, avec qui je faisais le travail de collection. Jacques il a pris sa retraite aujourd'hui, mais c'est un type qui a fait toute sa carrière dans la chemise pour hommes. Okay. Et c'est lui qui m'a permis vraiment d'avoir accès de lancer cette marque. En vrai, sans lui, je l'aurais jamais fait. Lui, il travaillait pour d'autres grands noms de l'industrie et Abby & Rose, c'était un peu son projet perso. Et du coup, c'est lui qui me donnait accès aux usines avec lesquelles on travaillait. C'est lui qui nous donnait... Et vous avez l'œil créatif. Oui, mais on était un peu gardiens ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un process de décision à trois. Si il n'y avait pas de majorité, on choisissait pas un tissu. Et donc, on faisait des réunions de collection, c'était des journées entières, on faisait ça à Lille. On partait à 7h du matin de Bruxelles, on faisait des journées marathon et puis... Pour choisir les tissus. Pour choisir, donc une première journée pour choisir les tissus, ensuite une deuxième journée pour choisir les modèles. C'est des souvenirs extraordinaires, honnêtement. Ouais. Pour le coup, j'imagine. Ouais. Et les modèles, vous restiez sur des modèles un peu standards? Oui, c'était essentiellement un modèle en pointe boutonnée, un modèle en col italien. Donc, on avait quelques modèles comme ça, mais qu'on faisait évoluer avec le temps. Mais dans la chemise pour homme, c'est très important que les clients puissent garder des repères. Donc, de pas trop jouer avec le fit ou ce genre de choses, c'est très important pour une marque indépendante. Ouais, et en plus, je pense vraiment que le client homme, il adore avoir son modèle de référence qu'il est capable d'acheter en 5 couleurs, ce qu'une femme ne ferait pas. C'était un des gros avantages de la marque, c'était la fidélité qu'on parvenait à créer. Oui, c'était extra, c'était top. On connaissait nos clients, on communiquait avec eux en fonction, c'était très amusant. Digital, via le digital, oui. Ouais. C'est rigolo quand même de dire ça. On parle de 2015, tu dis 2000. Oui, mais ça a toujours été un fil conducteur, c'est de créer un relationnel. Enfin, moi, j'aime bien quand j'achète dans des marques indépendantes, j'aime bien avoir un contact avec les gens derrière la marque. Okay. Oui, mais en fait, du coup, j'ai toujours appliqué ça. Donc, on a toujours un mot personnalisé dans la boîte. Quelqu'un qui achète une paire de bretelles ou à l'époque une chemise recevait une carte qui était personnalisée. C'était des débats, je me souviens, avec ma collègue Pauline, parce qu'elle en avait marre d'écrire des cartes où les stagiaires, on avait ras-le-bol de le faire. On avait souvent un stagiaire qui accompagnait Pauline. Donc, c'était une tâche, mais par contre, la manière dont c'était perçu, c'était extraordinaire. Absolument, ouais. Je suis persuadée. Ouais. Je suis persuadée. Maintenant, ça c'est un peu, généralisé. Je pense que ça reste un truc qui se fait beaucoup. Mais c'est quand même assez avant-gardiste, je trouve, parce que pour moi, c'est un peu nouveau, cette idée d'avoir une communauté, d'échanger, de co-créer avec sa communauté. Tu vois, on voit beaucoup d'art comme ça. Oui, la co-création n'a pas été jusque-là. On aurait peut-être dû, mais on n'a jamais fait. Mais bon, 20 000 chemises, à l'échelle de la Belgique, c'est bien. À l'international, ça reste une petite marque. Hein. Donc on était, quand j'ai passé la main à mes associés, on n'était pas encore très très loin non plus. Je dirais, il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de vraiment pouvoir dire que c'était une grande réussite. Et pourquoi des chemises aux bretelles? Alors, les bretelles, c'est vraiment une opportunité, c'est un hasard. Ce sont des amis qui un jour m'ont dit Gilles, on cherche des bretelles, quelque chose d'un peu moderne, un peu dépoussiéré, tu sais pas où on peut trouver ça. Et t'en portais déjà, toi, à l'époque? Moi, c'était un produit que j'avais porté dans mon jeune temps, ou bien à la banque, je portais ça un peu formellement, un peu à la Wall Street, comme ça. Ouais. Donc, c'était un produit avec lequel j'avais une affinité. Et donc, en quelques heures, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait moyen de produire ça localement, ce qui était un truc vraiment important pour moi. Et donc, l'entièreté de la production de bretelles est faite ici, en Belgique. Encore aujourd'hui maintenant. Encore aujourd'hui. Génial. Ce qu'on ne sait pas, et ça c'est une anecdote importante, c'est que le leader mondial en production d'élastique pour bretelles est une société basée à Daines, ici en Belgique. Ah ouais, donc c'est tout à fait... on a un savoir-faire... Le leader mondial de l'élastique. Pour bretelles. Pour bretelles. Ouais. En effet. Ouais. C'est un marché peut-être pas très grave, mais on a le leader mondial ici en Belgique. Et c'est une entreprise qui appartenait à des Américains, qui a été repris par quelqu'un très très bien d'ailleurs. Chouette. Il y a 2-3 ans, juste avant le Covid, je crois. Et donc, un type très bien.
Et donc, c'est de nouveau une Et qui a pour entreprise ambition belge. de faire vivre ce marché. Ils font de l'élastique pour ceinture, de l'élastique pour bretelles et de l'élastique technique sur demande. Mais donc, effectivement, pour eux, l'élastique pour bretelles est une part primordiale de leur activité, quoi. Ok, et toi, tu es un de leurs clients, c'est ton fournisseur. C'est mon fournisseur, c'est un de mes fournisseurs d'élastique, ouais. Ah, bien sûr. Et il produit pour d'autres marques? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, nous, on prend essentiellement dans les collections qu'eux proposent, parce que les minima de production sont quand même relativement importants dans ce secteur-là. Donc, on a d'autres producteurs avec lesquels on travaille pour les élastiques sur demande. Ok. Mais je ne désespère pas d'un jour produire des élastiques sur demande avec eux parce qu'ils ont un savoir-faire. C'est une usine absolument magnifique à visiter. Il y a à peu près 50 machines Jacquard qui tournent en produisant 4 à 6 bandes en parallèle. Honnêtement, c'est assourdissant, mais c'est magnifique, hein. Ah ouais? Oui, Tu absolument. communiques là-dessus? C'est formidable quand même. On a déjà communiqué, mais oui, on devrait peut-être le faire un peu plus. Ah, bien sûr, ça a une super info. Et donc, du coup, tu vois un peu ce que d'autres marques concurrentes produisent. Mais le marché est très étroit. Donc, dans la bretelle, en fait, des marques. Donc, moi, j'ai pris le pli de créer un spécialiste. Donc, on ne fait que de la bretelle. Dans le monde, des marques qui ne font que de la bretelle ou essentiellement de la bretelle, il y en a moins de 10 probablement. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Il y a Des marques anglaises? il y a l'inventeur de la bretelle moderne est un Anglais qui vient de fêter ses 200 ans il y a 2 ans. D'accord. Donc effectivement, Et qui serait le leader? non. Je pense que en fait, dans les marques non spécialistes font parfois des très très grosses quantités. Ouais. Donc des marques d'accessoires plus généralistes. Mais bon, ça reste. Genre des grands noms, on parle de. Non, il n'y a pas de grand. Tu peux trouver parfois Chanel va sortir de temps en temps une paire de bretelles. Louis Vuitton. Louis Vuitton peut-être, je ne sais pas, mais il y a quelques grands noms dans le luxe qui en sortent, mais après, ce sont souvent des bretelles plus décoratives que fonctionnelles, là où nous, on s'est positionné vraiment sur le marché de la bretelle fonctionnelle. Oui, en effet. Et donc, du coup, oui, tu dis moins de 10 concurrents sur ce marché, quoi. Oui, on a des centaines de concurrents qui sont des marques d'accessoires qui vendent un peu de bretelles, mais par contre, nous, on a une gamme qui est quand même à peu près 150 paires de bretelles différentes. Et on augmente ça encore régulièrement. Donc ça, des marques qui ont 150 paires de bretelles différentes de qualité, qui sont pas des trucs fourre-tout, made in China, de pauvre qualité, dont le clip ne pincera qu'une fois et élastique ne sera jamais tendu. Oui, mais ça, c'est un marché étroit. J'avais fait une estimation, alors j'ai aucune idée de si je suis dans le bon ou pas, mais je pense qu'il y a à peu près 20 millions de paires de bretelles vendues dans le monde par an de qualité. Ça me paraît énorme quand même, hein. C'est extrêmement peu. Moi, je viens de la chemise, hein, n'oublie pas. Tu fais de la chemise, évidemment. Et là, on parle de centaines de millions, de milliards de chemises par an. Bien sûr, bien sûr. Et il y a des pays, tu vois, au niveau des pays de développement commercial, on disait États-Unis, Canada, Japon, ils emportent plus, et c'est évidemment des grands marchés. Oui, en fait, il y a un peu. L'Italie, non? L'Italie est un marché important pour nous. L'Allemagne est un marché très très important. C'est le marché qui a la plus forte croissance. C'est souvent en fait les marchés qui ont un héritage avec le produit. Vu que nous, donc Bertel, le nom de la marque, l'origine du nom, c'est le patois. Donc Bertel, c'était le nom qui était utilisé en Wallonie ou en patois picard pour dire des bretelles. Donc Comment tu dis bretelles en anglais? Alors là, c'est un peu difficile parce que ça dépend si tu parles anglais ou anglais américain. En anglais, c'est braces et en anglais américain, c'est suspenders. Le problème, c'est que si tu dis braces en américain, il va comprendre les plaquettes dentaires. Et si tu dis suspenders en anglais, il va comprendre le porte-jartel. Donc ça, c'est un peu difficile. Très intéressant comme petite nuance anglophone. Et bretelle est vraiment le mot français, et donc Bertel, le patois du Nord. Oui, et ça, c'est vraiment l'idée. À l'origine de la marque, c'était un retour à la noblesse de la bretelle, parce que ça, je veux dire, il y en a d'autres qui font très bien, mais nous, on voulait une bretelle casual, donc on a vraiment été chercher plus
une notion de terroir, quelque chose, c'est la ça. bretelle de Ouais. paysan, la bretelle d'ouvrier, parce que ces bretelles-là, aujourd'hui, on les regarde avec beaucoup d'admiration, mais en fait, elles n'étaient pas designées pour être belles, même si elles le sont en vrai. Elles étaient designées pour être confortables, pour être pratiques, pour être faciles à utiliser. Et c'est un peu ça que nous, on voulait faire. C'était un peu ce retour de la bretelle que tu vas porter sur un jeans, que tu vas porter sur un chino un peu large et qui va te permettre de porter le pantalon. Parce que c'est ça l'objectif de la bretelle et pas de te ceinturer et de te couper le ventre avec une ceinture que tu dois resserrer. Et aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un retour quand même de la bretelle qu'on peut voir, tu sais, des dandys, des garçons élégants qui veulent aussi peut-être se faire remarquer ou qui en effet ont peu d'accessoires autres que la chemise ou le nœud papillon et qui vont du coup être ravis de pouvoir porter une bretelle pour se créer un look. Alors, j'aimerais que ce soit vrai, j'en suis pas sûr. C'est difficile à savoir parce que, de nouveau, on est sur un marché qui est tellement niche que c'est très difficile, il n'y a pas de mesure. Enfin, il y a des stats qui existent pour la plupart des marchés, mais pas de stats pour la bretelle. Donc, je n'ai aucune idée de l'évolution du marché de la bretelle au niveau mondial. Ce que je vois, et ça, c'est plutôt anecdotique, mais la bretelle est très régulièrement utilisée dans la publicité ces dernières années. Et donc ça, c'est assez je ne sais pas l'interprétation que je dois donner à ça, mais régulièrement, quand tu vois des petites pubs à la télé ou des pubs comme ça dans les abribus, ce genre de choses, tu vas voir un candidat, enfin un mannequin qui va porter des bretelles. En tout cas, moi, de ma petite expérience, j'ai l'impression que je n'ai jamais vu mon père porter des bretelles et les copains de mon père porter des bretelles, ni mes oncles porter des bretelles, alors que dans mes copains, moi, donc on va dire 30-40 ans, j'en ai plusieurs en tête, même mon mari, tu vois, qui ont pu ou qui peuvent porter des bretelles. Un des points clés, c'est qu'on constate très souvent qu'un client chez Bertel, c'est la première fois qu'il va acheter des bretelles. Très souvent. Et du coup, il y a tout un travail d'éducation qui est à faire. Donc, si tu visites le site de Bertel, tu vas voir qu'il y a des tas d'articles que j'ai rédigés moi-même pour la plupart, qui vont vraiment aller dans le détail de comment choisir ta paire de bretelles, comment la porter, parce que si tu en as jamais porté, tu sais pas comment le faire, comment l'entretenir, enfin toute une série de guides comme ça qui expliquent un peu comment gérer tes bretelles, si tu veux. Comment mettre tes bretelles. Ouais. C'est sûrement une bonne... Ouais. Et ça, t'as pas accès qui lit ça? Tu vois pas? Non, je sais qu'on avait lancé... C'est des 25-35. Mais en fait, notre clientèle, elle est vraiment très très large. C'est-à-dire que tu vas avoir une clientèle jeune qui va acheter souvent plus pour le style, et puis une clientèle plus vieille qui va surtout acheter pour le confort. Parce qu'en fait, les deux sont vrais avec la bretelle. Et donc, mais j'ai beaucoup de clients plus âgés et de temps en temps qui viennent me rendre visite ici pour acheter leurs bretelles parce qu'ils n'ont pas trop envie de le faire sur Internet. Et j'ai des anecdotes, des moments extraordinaires, vraiment. Vraiment des gens de plus de 70 ans. Oui. Je citerai pas de nom, mais c'est une personne relativement connue qui un jour est arrivée avec son chauffeur son assistante m'a contacté le matin pour voir s'il pouvait passer. Je dis pas de problème, il est arrivé, il s'est mis en caleçon dans mon atelier ici en bas. J'ai fixé les boutons sur son pantalon, il a renfilé son pantalon, il s'est remis 2-3 fois en caleçon. C'était un cirque, c'était extraordinaire. Le type absolument adorable. Qui portait régulièrement des bretelles. Non, c'est quelqu'un qui commence à en avoir marre de porter de la ceinture et donc il voulait passer à la bretelle pour le confort. Et donc c'était une des premières fois qu'il le faisait. Mais... Et alors attends, je vais peut-être poser une question bête, mais c'est quoi la différence de confort que la ceinture, elle te marque la taille? Oui, en fait, donc ça... Notamment le ventre un peu... Exactement. Si tu as un peu de ventre en particulier, mais même indépendamment de ça, quand tu es souvent assis, ta ceinture, elle peut déranger. Donc c'est pour ça que tu vas avoir, par exemple, des motards vont adorer la bretelle. Ou des gens qui ont un métier, typiquement un chauffeur, il aurait intérêt à passer à la bretelle. Ce sera beaucoup plus confortable. Bien sûr, tous les métiers assis. Et exactement. Pour le coup, on est quand même beaucoup assis. On est beaucoup assis, oui. Ah ok, super, très intéressant. Et du coup, ton développement commercial, de 2015 à 2022? Alors 2015 à 2018, c'était essentiellement organique. Donc on faisait, moi c'était une activité où je passais un demi-jour par semaine à peu près. Donc on a quand même atteint pratiquement les 100 000 € de chiffre d'affaires, mais c'était sans effort, honnêtement. Wow.
mais Avec donc des boutiques qui vous trouvaient, c'est ça? avec des boutiques. Donc, on avait un gros client qui est toujours un client important pour nous. Donc des boutiques de chemises, Et des boutiques puis, d'hommes. oui, c'était une boutique. On avait à l'époque beaucoup de concept stores, beaucoup de. Les concept stores, c'est super parce que tu rentres très vite. Par contre, le défaut, c'est que tu sors très vite aussi. Donc, c'est rarement une relation à long terme. On a quelques boutiques avec lesquelles on travaille depuis des années en concept store, mais c'est vrai que la plupart ont tendance un peu à tourner. Et je vous invite à regarder son site parce que, en effet, et aussi sur Instagram, mais en effet, le packaging est chouette. Ouais. Donc, en effet, j'imagine très bien que pour un concept store, c'est chouette. En plus, on a pas mal de couleurs, etc. Ce que les concept stores adorent, évidemment. Donc, mais par contre, maintenant, on est. Tu rentres vite, tu sors vite. Voilà. Maintenant, on est de plus en plus, c'est plus des boutiques de prêt-à-porter. Ok. Mais on a vraiment, il y a pré-2018 et post-2018 un peu pour Bertel, où Oui, on a très fort évolué dans le positionnement, on est devenu plus créatif, on est devenu un peu plus mode. Et donc, c'est ça aussi qui explique le danger si on fait de la bretelle de concept store, c'est qu'à un moment, on a épuisé tous les bons concept stores et la marque finit par tomber. Tandis que si on va chercher, on est monté en gamme, on a une paire de bretelles. Maintenant, le premier prix, enfin le prix le plus élevé est à 125 €. Et ça, c'est un produit, enfin, c'est ce que moi je porte. Et c'est vrai que ça, c'est un produit que les connaisseurs ou les amateurs vont acheter, qui représente une part de plus en plus importante de notre chiffre d'affaires. Ça me paraît évident. Je pense que tu as en effet la bretelle qu'on achète pour un mariage. Et j'ai envie de dire en 10 exemplaires pour tous les frères et les cousins. Et ça sera le premier prix, j'imagine. Oui, souvent. Mais après, à mon avis, tu as vraiment ce côté dandy, homme qui veut esthète. Je crois qu'une des leçons que j'ai appris par rapport à ça récemment, c'est de ne pas partir avec des idées préconçues trop fixes. Et en fait, moi je venais de la chemise, où on avait un taux de rachat qui était gigantesque. Par rapport à n'importe quelle industrie, honnêtement, on aurait mis tout le monde jaloux. Et donc, moi, j'ai quitté ça pour me concentrer sur les bretelles. Je suis parti du principe que des bretelles, il y avait peu de gens qui en avaient 5 ou 10 dans leur armoire. Ouais. Et en fait, c'est une bêtise. Ah ouais. Il y en a plein. On a entre 15 et 25% des achats sur le site Internet chaque mois qui sont en fait des gens qui sont déjà clients et qui rachètent. Wow. Ah ouais, c'est impressionnant. Et donc en fait, le taux de rachat est peut-être pas aussi important que dans la chemise. C'est des fans, et en fait, c'est des accessoires, comme ils sont contents d'accessoiriser leur tenue. C'est toujours un peu la même chose pour l'homme. Qu'est-ce qu'il peut mettre, en fait, comme access? Donc, s'il aime bien les bretelles, il a peut-être envie d'en changer. Moi, je suis un peu un bizarre pour ça, mais chaque pantalon a un peu sa paire de bretelles. Et donc, je sais quel pantalon je porte, quelle paire. Après, je change de temps en temps, mais c'est essentiellement ça. Ah ouais. En fait, c'est des projets, donc il n'y a rien de concret, mais j'ai des projets sur lesquels je travaille, où effectivement, on peut monter en gamme sur la qualité, sur le type de matériaux qu'on utilise, etc. Et on ira vers ça. Ah oui, ça me paraît évident. C'est ça l'avenir, je pense. Ouais. Honnêtement, c'est acheter moins, mais acheter mieux. Ouais. C'est un sujet qu'on entend régulièrement et pour lequel moi je suis tout à fait dans cette mouvance-là. L'idée, enfin, quand j'écris une petite carte, parce que c'est moi qui prépare les commandes, donc quand j'écris une petite carte au client qui achète une paire de cette belle collection, je vais lui mettre. J'espère que ces bretelles vous accompagneront pendant bien des années, parce que c'est ça l'idée derrière. C'est pas que dans un an ils doivent changer de paire de bretelles, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, ils la portent encore. Les élastiques en soi, ça a une durée de vie. Ça peut sécher, mais normalement, 25 ans, c'est une durée assez raisonnable pour sécher. Avant ça, s'il est bien entretenu, s'il n'est pas exposé trop au soleil, pas trop à la poussière, normalement, un élastique, ça peut continuer à vivre. Ouais. Et personnaliser des bouteilles. Oui, toi qui se transmettrait à son fils, comme ça. Ce sont des choses que j'aimerais bien pouvoir faire. Ouais. Alors, j'ai testé la broderie sur élastique et ça, c'est pas une bonne idée parce que forcément, ça tue l'élastique. Mais bon, il fallait le tester pour en être certain, quoi. Mais il y a d'autres projets dans le pipeline. Je pense qu'il y a des chouettes. Et donc aujourd'hui, en termes de développement commercial, tu dis donc, principalement des boutiques. Oui. Tu passes par des agents Non. De nouveau, si je compare par rapport à ce que j'ai fait dans la chemise, alors, dans la chemise, on avait des tailles et les stocks prenaient un espace gigantesque. Ici, les bretelles, c'est pas le cas. Donc, on peut travailler sereinement sur stock
Donc on ne doit pas faire des précollections, des précommandes, tout ça. On travaille vraiment sur stock et on peut renouveler régulièrement les stocks. Et si une bretelle se vend moins bien, c'est pas grave, elle se vendra toujours. Oui. Donc ça, c'est un peu l'avantage. Donc on n'a jamais fait de solde. Mais aussi, l'autre avantage, c'est qu'une boutique peut, à distance, passer une commande. De réassort. C'est pas grave, en fait. Elle n'a pas besoin de toucher le produit. Si elle est convaincue que c'est de la qualité, eh ben, elle commande. Et donc, moi, je fais le développement commercial moi-même, au départ de Bruxelles. On a des boutiques essentiellement en Europe, mais un peu Amérique du Nord. On a quelques partenariats au Japon, mais ça, c'est en plus des commandes sur mesure, ce sont des commandes spéciales. Mais on a déjà vendu à des boutiques au Congo, on a vendu en Australie, on a vendu à Hong Kong, on a vendu en Chine. Alors c'est très niche de nouveau parce qu'on est dans un marché très spécial, mais on a des boutiques de référence. Et à partir du moment où tu sais que ces boutiques-là achètent chez nous, ça crée de la confiance. Ouais. On a un gars que j'adore qui est francophile danois, qui notamment distribue nos bretelles. On a une boutique en Allemagne à Celle que j'adore. On a une boutique à Bolzano dans le nord de l'Italie que j'adore. Et ça, ce sont vraiment des boutiques de référence, mais dans notre univers qui est tellement étroit que pour la plupart des gens qui peuvent écouter toi, ici tu démarches des boutiques, ça, tu fais oui, ce travail-là? oui, mais je pourrais faire un peu mieux. C'est pas ma spécialité. Ouais, et tu vois, être présent dans des grands magasins anglais, parisiens. On n'a jamais réussi à rentrer. La bretelle est un peu un mal aimé parce que c'est un produit qui est difficile à présenter. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et donc déjà de la ceinture, c'est pas toujours super sympa parce que c'est un grand truc rectiligne, mais des bretelles c'est du Y. Et donc du Y c'est difficile à bien présenter. Ouais, c'est joli, tes boîtes, elles sont. Ouais, mais il faut convaincre encore. Donc la plupart du temps, d'ailleurs, si tu vas faire un tour au bon marché, Ouais. bon, en l'occurrence, ils vendent notre concurrent anglais. Tu rentres au bon marché, tu demandes où sont les bretelles, tu vas en avoir 2, 3 qui vont être exposés, l'essentiel des autres seront dans le tiroir. Et c'est comme ça, en fait, historiquement, la bretelle a toujours été dans le tiroir, c'est-à-dire que c'était pas un produit que tu voyais et que tu achetais, c'était un produit que tu demandais et alors on t'ouvrait le tiroir. Notre idée, c'est d'essayer de faire sortir cette bretelle du tiroir. Ouais, je comprends. Ouais, il faudrait presque penser à une PLV, tu sais. Oui, mais de nouveau, on en a une, mais qui en fait est très bien pour les salons, parce qu'elle présente très bien, mais en fait elle est presque impossible à utiliser pour les points de vente, donc c'est vrai. on n'y est pas encore. Parce qu'il y a ça sur les ceintures, tu sais. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, mais un truc où ça pend, les ceintures. On voit aussi de plus en plus des sortes de gondoles ou de carrousels pour les chaussettes. Oui, exact. Oui, j'ai pas encore réussi à trouver vraiment ce qu'il faut. Tu vois la marque Happy Fit. Oui, je vois très bien. Oui. À mon avis, ils ont réussi à être dans plein de boutiques grâce à ça. C'est clair. Ils arrivent, ils offrent, à mon avis, la PLV, d'office. Et du coup, ça donne une grosse visibilité. C'est clair. Et c'est près de la caisse. Et moi, je me suis déjà été piégée en tant que cliente à trouver, tu vois, des imprimés rigolos, des trucs sympas, des cadeaux à faire. Oui. Après, la bretelle, j'ai certaines boutiques qui rachètent régulièrement et qui, au départ, quand je les ai contactés, en me disant, on m'a demandé des bretelles 2 ou 3 fois, mais je suis pas sûr que j'ai vraiment la clientèle. Et en fait, une fois qu'on les a dans la boutique, c'est là que les clients se montrent, évidemment, parce que tant que le client ne voit pas. Donc c'est pour ça que je veux aussi faire sortir cette bretelle du tiroir, c'est parce qu'il faut qu'elle soit vue pour être achetée. Ouais, t'as raison. Et il faut que le vendeur aime bien, y croit, et la propose à son client. Exactement. La lui mette, je suis persuadée. Et que là, il se dit, c'est cool, c'est sympa, et il est parti. Quoi. Exactement. Mais il faut former le client final à l'usage de la bretelle. Mais en effet, c'est cool si on a de plus en plus dans des films, dans des spots télé et tout. Ça normalise un peu le produit,
Ouais, Stromae, tu vois, moi, tu vois, on voit des... C'est drôle, c'est le nom qui revient régulièrement. Ah oui, Alors, je ne le connais pas et je ne l'ai jamais rencontré, donc je n'ai jamais parlé de bretelles avec lui, mais c'est vrai que c'est un peu... Je ne sais même pas s'il en porte. Est-ce qu'il en porte? bah si, je pense, parce Ouais. que visuellement, je le vois. Ok. Ouais. Ben, en tout cas, c'est un nom qui revient régulièrement, mais... Tu vois, donc c'est que Ouais. j'ai pas inventé, Ouais. ça doit être que visuellement, en tout cas, il est un peu dandy, tu Ouais. vois, Ouais. c'est ce client-là qui pourrait Si jamais il écoute. être chouette, bien sûr, bien sûr. Très très chouette. Et donc, ouais, développement à l'international. Oui, et justement, quelle est ta part de développement commercial entre ces boutiques multimarques et le online aujourd'hui? Oui, donc ça aussi, un peu, l'année passée, on était plus fort en on et cette année, un peu plus fort en off pour le développement. Et du coup, l'année passée, on était au-delà des 30% en digital. Cette année, on est juste au-dessus des 20%. Donc, mais je pense que ça restera toujours. C'est un produit tellement spécifique que je pense que le wholesale restera toujours très important. Il faut l'essayer, il faut le voir porter. Ouais. Il faut le voir porter, puis c'est pas, enfin, en stand-alone c'est particulier, donc ça va vraiment être quelqu'un qui a une idée de look très précis, qui veut des bretelles. Mais après, quand c'est dans une boutique, généralement c'est présenté, c'est bien mis, éventuellement le gars en porte lui-même, et donc c'est ça qui va générer vraiment l'achat en fait. Donc oui. Après, tu peux créer aussi déjà un fan, quelqu'un qui apprécie, qui trouve ça chouette et donc qui rachète online, parce que c'est quand même super facile comme produit. Exact. Tu sais, aujourd'hui, moi je suis un peu le online de certaines marques, c'est quand même l'accessoire, la casquette qui se revend mieux. Enfin, tu vois, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de fitting. Donc c'est quand même un super produit à vendre en ligne. Et puis je pense que visuellement, il y a un truc où on peut créer de la demande, quoi. Enfin, tu vois, tu peux créer un univers qui crée du désir, qui crée de l'envie. Tu vois, créer un univers de marque avec du storytelling qui fait que tu as envie d'être aussi ce mec cool, ce motard. Enfin, il y a plein de manières d'être cool. Et avec justement cette idée qu'on a mentionnée, où l'homme a peu de sujets de dépenses. Ouais. Le digital, c'est clair que allez, je me débrouille, mais on ne fait pas suffisamment de volume pour justifier une agence, et donc je le fais moi-même. Et c'est clairement pas là où je suis le plus fort. Donc il y a clairement des axes d'amélioration. Mais en plus, le digital, c'est un peu particulier pour nous parce que cette approche digitale, elle est importante pour la vente directe, mais elle est extrêmement importante pour la recherche de partenaires, en fait. Parce que très régulièrement, en fait, mes boutiques, mes revendeurs, je les trouve par Instagram, en fait. Bien sûr. Ou parfois je fais des campagnes qui sont targetées sur le wholesale. Et en fait, c'est comme ça que je trouve mes revendeurs régulièrement. Ouais. Donc mon digital, il est plus complexe, il est plus complet que la plupart par rapport typiquement de nouveau à mes expériences passées où c'était vraiment focalisé sur la vente du produit à la clientèle finale. Ici, on doit avoir une approche beaucoup plus holistique du digital. Ouais. Et puis ton client au final, il est très précis quand même. Oui. Et ça aide. Oui. Parce que la chemise, c'est un peu tout le monde et personne. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as intérêt à être visuellement très fort, vraiment très fort. Enfin, tu vois, la concurrence est grande. Après, on est sur aussi d'autres quantités que tu faisais toi-même remarquer. Mais du coup, tu peux assez vite te démarquer aussi, je trouve, avec la bretelle. Oui, en fait, c'est très souvent une question de branding. Et en fait, moi, je me suis passionné par le branding au fur et à mesure du temps, parce que je viens pas du tout de l'industrie. Et donc, typiquement, avec Abby & Rose, qu'on avait fait, c'était ce motto Men are boys with shirts. Et ça a modifié complètement la face de la marque, en fait, la perception du client. C'était simplement mettre des mots sur quelque chose qui était notre approche, hein, donc c'était vraiment du branding, mais la perception était telle que les gens adhéraient, c'était beaucoup plus facile pour les gens d'adhérer parce qu'ils comprenaient directement les valeurs de la marque. Ici, redis ton motto. Men are boys with shirts. Ici, avec Bertel, c'est un petit peu plus complexe parce que oui, certes, le client est très précis, mais il est tellement éparpillé géographiquement que ça rend l'exercice un peu plus complexe. Et Bertel, ça fonctionne pour les pays anglophones? Oui, donc ça c'était quelque chose que j'ai testé évidemment tout de suite parce que les gens disent soit Bertel, soit Bertleys. Qui est joli mais en tout cas. Ouais, en fait ça passe très bien dans les passe très bien, absolument. Et les pays du latin? Écoute, en fait c'est oui, ça, en fait en italien, donc j'ai appris le mot
Bon, mon accent est un peu triste en italien, mais c'est bretelle, le mot. Donc il y a que deux langues où en fait le lien se fait entre le nom et le mot, c'est l'italien et c'est le français. Chouette. Les autres, ça n'a rien à voir. Et tu sais d'où il vient ce mot? Donc tu disais, ça vient d'où? Bertel, Donc Bertel, c'est vraiment l'origine, c'est le mot patois. Donc à l'époque, dans le patois, que ce soit le wallon ou le patois picard, les gens transformaient les mots, utilisaient. En fait, on les écrivait pas. Oui, exactement. Et donc ça se transmettait verbalement uniquement. Et donc c'était. Enfin, moi régulièrement, j'ai des gens à qui je parle et qui disent ah, je me souviens de ma grand-mère qui disait à mon grand-père, oh, t'as mis tes Bertel. Et donc c'est vraiment ce retour. Ouais, c'est vraiment ce retour en source, quoi. Ce retour à l'origine simple des choses. Bien sûr. Bah, c'est dans ton identité de marque aussi. Complètement. Ouais. Super. Et bien, ça me fait une transition parfaite avec cette histoire de branding, qui est en effet une de tes forces, et que aujourd'hui tu proposes comme activité en parallèle dans une activité de consultance. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc c'est parti en fait d'un mauvais pas, c'est-à-dire que le Covid nous a quand même salement sonné. Donc j'avais une équipe à l'époque qui est partie maintenant, donc chez Bertel, et en fait passer d'une équipe à seule, c'est parfois très compliqué à vivre. Et donc, pour faire un peu d'autres choses, j'ai commencé à faire un peu de conseil. Et je me suis rendu compte que mon expérience avait des tas de choses valorisables et que c'était finalement très intéressant de pouvoir accompagner et aider d'autres grâce à ce que moi j'avais pu apprendre. Et en fait, au fur et à mesure du fait que j'avançais un peu dans ce projet, j'en discutais avec quelqu'un avec qui j'avais travaillé dans le passé et avec qui j'étais resté en contact, qui s'appelle Candice Rosenfeld. Et en fait, elle était juste après la naissance de ses jumeaux. Elle avait quitté son emploi et elle commençait à faire du conseil aussi. On faisait ça en parallèle et on s'est rendu compte en fait qu'on était assez différents mais très complémentaires. Et donc, on a commencé à travailler ensemble très naturellement. C'est super. Et donc, elle est formée en droit, puis en design de mode et après, elle a fait de la fiscalité. Ouais. Donc, elle a un profil qui est quand même très solide et très complet. Elle a travaillé dans des environnements créatifs, artistiques, notamment et essentiellement en mode depuis toujours ou presque. Donc, elle a vraiment un très solide background qui est probablement un peu plus technique que le mien. Elle a travaillé pour Start, ce fonds d'investissement créatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, elle a vraiment un background financier qui est très solide, plus solide que le mien aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure des années, je suis un petit peu usé quand même, j'ai un peu perdu mes réflexes, même si je comprends encore très bien et je me débrouille encore très bien, mais du coup, elle est plus solide là-dessus que moi. Et moi, j'ai plus une dimension marketing, branding qui me passe. Et une connaissance de terrain, c'est-à-dire connaissance. Tu sais ce que c'est de se retrousser les manches. Exactement. Et d'aller chercher la connaissance exactement, la connaissance des réalités d'une petite marque en développement, en croissance, des premiers recrutements, des problèmes de production, de tout ça. Effectivement, je suis passé par là. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et vraiment, on accompagne des marques essentiellement belges aujourd'hui. Et qui. Alors, c'est très variable. On a des marques un peu plus matures qui ont besoin de financement pour leur croissance. C'est quand même quelque chose qu'on voit relativement régulièrement. Donc là, ça va vraiment être mettre en place une stratégie de recherche de fonds, qui aller chercher, comment, quel phasage, quel montant, etc. Donc ça, c'est une part. Une autre part est que, en fait, quand j'y repense, moi, j'ai tellement vécu, c'est la solitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire la personne qui a créé sa marque, qui est le nez dans le guidon et qui avait une vision très claire au départ et puis qui, en fait, je sais plus trop, a pris un peu les coups sur la caboche à gauche, à droite et essaye de retrouver son chemin, mais donc ça, on accompagne de plus en plus et on est en train de développer un programme vraiment spécifique d'accompagnement pour ça, pour réfléchir, est-ce que la marque, quelle est la stratégie de la marque en réalité, où est-ce qu'elle veut aller et comment est-ce qu'on peut aider la marque à y aller. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'argent, est-ce qu'il n'y en a pas besoin, quels sont les besoins réels et donc on essaye d'accompagner les marques là-dessus. Donc ça, c'est vraiment deux des grandes problématiques et puis après, il y a d'autres problématiques un peu plus spécifiques. Alors, on démarre à peine, hein. On a commencé ça il y a 3 mois, 4 mois peut-être. Donc, pour le moment, c'est essentiellement via notre réseau, les gens qu'on connaît, etc. Et puis, après, à la rentrée, on va commencer à communiquer un petit peu plus.
sur la manière dont on travaille et sur ce qu'on propose. Et notre idée, c'est vraiment de travailler avec les industries créatives, c'est-à-dire des marques mode, access de mode, design, des marques de cosmétiques, des marques de food aussi, où il y a vraiment une approche créative du métier. Et si je peux vous aider là-dedans, où est-ce que les gens peuvent vous trouver? Vous avez un site, pas encore, enfin ce serait sous quel nom? Alors, tout ça est encore en cours de développement. Donc, le mieux pour le moment, c'est via LinkedIn. Via LinkedIn, que ce soit Candice Rosenfeld ou moi. Donc, c'est là que... Exactement. Donc, ça, c'est le plus facile pour nous trouver. Et si tout va bien à la rentrée, on va lancer les autres outils. Mais pour le moment, on s'est concentré sur les premiers clients et c'est vraiment ça là qu'on a mis la priorité. Suivi en aide et accompagnement en levée de fonds. Notamment, oui. Ça, je pense que c'est vraiment un angle qui est hyper intéressant. Comment faire? Exactement. Aller chercher des investisseurs. Et puis après, vraiment de la stratégie plus globale, plus complète, avec cette approche opérationnelle que tu as, qui est, à mon avis, hyper helpful, quoi. Qui peut vraiment tout de suite, ça aide beaucoup. Super. Je pense beaucoup que ça peut aider. Un petit point par rapport au thème du podcast qui est donc sur la mode belge. Toi, c'est quoi pour toi la mode belge? Et est-ce que pour toi, Berthel est une marque belge? Et comment tu définirais Berthel comme une marque belge ou pas? Alors, c'est très difficile, évidemment. C'est difficile de faire des généralités, mais je crois qu'il y a un environnement qui est tout à fait atypique ici en Belgique. Et donc, je crois que les marques de mode belges s'en ressentent. C'est-à-dire que on a un marché qui est très petit, donc qui est résolument tourné vers l'international. Ça, c'est déjà une donnée qui est très, très importante. C'est un marché qui est un peu hétéroclite aussi, donc une marque qui peut marcher en Wallonie, va pas nécessairement marcher en Flandre, qui va être plus urbaine et pas nécessairement correspondre à ce que les gens cherchent dans les parties plus campagne. Donc c'est un marché un peu difficile finalement, la Belgique. Et je me souviens d'avoir lu il y a des années de ça que il y avait une proportion de grands managers belges de groupes internationaux particulièrement importante à travers le monde. Et en fait, l'explication qui était donnée à l'époque, c'était que quand on fait ses armes en Belgique, on peut aller partout. Et donc, je crois que c'est un peu ça la mode belge, c'est-à-dire qu'on prend des influences un peu partout. On grandit entre le néerlandais, le français, et puis l'anglais de plus en plus aussi, évidemment. Tu sais qu'on dit aussi que c'est un marché test. Oui, souvent, un marché test, parce que c'est un marché carrefour. Exactement. Et donc, il y a ce côté, évidemment, latin aussi dans la manière de vivre donc pour le sud du pays. Et puis, évidemment, des influences plus nordiques et plus anglo-saxonnes pour la Flandre. Et donc, là-dedans se mêle une sorte de mélange, qui fait qu'on peut tester des produits de manière assez ça m'étonne pas du tout. Et alors, tu rajoutes là-dessus les dimensions qui sont de nouveau très typiques de la Belgique, c'est-à-dire une faible arrogance, une approche assez humble de son métier, une capacité de travail quand même très importante. Et tout ça, tu retrouves dans les marques belges. Et donc, c'est pas tellement étonnant de voir des succès des marques belges qui partent à l'international, parce qu'en fait, le seul frein qu'on peut avoir, c'est peut-être qu'on est parfois un peu trop humble et qu'on se la ramène peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Il faut savoir ici. Exactement. Avoir l'arrogance des grands pays. Exactement, et ça c'est clair qu'on ne l'a pas nécessairement, et donc c'est probablement une de nos faiblesses. Mais donc est-ce que Berthel est une marque de mode belge? Certainement, c'est clair, et le nom en est une preuve. C'est que moi j'ai voulu l'ancrer ici. C'est de la production locale, donc on produit tout ici en Belgique sur base certes de matières premières qui viennent de Belgique et d'Europe, mais il y a un ancrage local qui est très important. Et une dimension avec une sorte de nonchalance, un peu d'humour décalé de temps en temps, et qui sent la Belgique, quoi. Ça fleur bon la Belgique. Donc, oui, Berthel est résolument une marque belge. C'est vrai, je trouve aussi ça se ressent énormément. Et puis cette production en Belgique, c'est formidable. Pour moi, ça c'était. Donc à l'époque où je travaillais. Le prêt-à-porter dans le textile, on est nombreux à en rêver. Mais c'est très très compliqué. Pour moi, ce serait plus facile de partir produire à l'étranger, hein, honnêtement.
au niveau financier, évidemment, je pars au Portugal, je gagne 25%, et même en France, je peux gagner 15%, 10%, ça dépend un peu, mais donc, financièrement, j'ai pas intérêt à rester en Belgique. Ok, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Mais par contre, ici, moi, je vais à Gand, je prends ma voiture. En 40 minutes, je suis avec mon fournisseur. On a les mêmes influences, on a la même culture, et c'est un plaisir. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec la Turquie, un peu avec l'Inde. Il y a toute cette dimension-là qui est difficile. Tu vas pas en Turquie comme tu vas à Gand, quoi. Et on parle pas la même langue. Et on parle pas la même langue, et pour tout le monde, c'est une langue étrangère à ce moment-là. Et donc, il y a des tas de choses. Et donc, quand j'ai lancé Burten, ça faisait partie du projet. C'est-à-dire que je voulais produire localement. Alors, localement, ça aurait pu être la France ou l'Allemagne, mais je voulais produire localement. Et bon, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'était local belge. Et ça, j'ai eu plus d'une fois envie d'en changer, mais résolument, j'y reste. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Et ça doit être dit. C'est vraiment, je pense que c'est une vraie valeur de marque qui est hyper louable aujourd'hui. Ouais. Super. Quel conseil tu aurais envie de partager à quelqu'un qui veut se lancer? Je ne me sens pas nécessairement de donner des leçons ou des conseils, mais je pense que dans tout ce qu'on fait, on a des hauts et des bas. On le sait, qu'on soit employé, qu'on soit fonctionnaire, c'est la vie, c'est normal. Ce que moi j'ai constaté en créant des marques, et je pense que c'est le cas de n'importe quel contexte d'entrepreneur, c'est que l'amplitude est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que quand tu as une réussite, tu es le roi du monde, il n'y a rien qui peut t'arrêter, c'est extraordinaire, et la joie que tu peux avoir dans ces moments-là est exceptionnelle. Par contre, quand il n'y a rien qui va, c'est bien pire que quand tu travailles pour un corporate et que ton boss est de mauvaise humeur et que tu passes par un bas. Donc, tu as des hauts et des bas aussi. C'est juste que l'amplitude est beaucoup plus importante et donc parfois très difficile à gérer. Exactement. Donc ça, il faut le savoir avant de se lancer. Pour moi, c'est peut-être un des trucs que je ne savais pas et que j'aurais dû savoir. Ouais, et je trouve ça bien de vous le dire, honnêtement, parce qu'en plus, je trouve qu'on est à l'heure d'aujourd'hui dans une sorte de glorification de l'entrepreneuriat. Ouais, complètement. Qu'il est libre, le digital nomade, qu'il surfe au Portugal tout en ayant des clients. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de glamour, beaucoup d'Instagram. Mais en plus, c'est créer une marque. Je pense que c'est encore, parce que maintenant je fais de la consultance et je crois que le fait de créer une marque, ça veut dire avoir du stock, ça veut dire expédier des commandes, ça veut dire des tas de choses qui sont très pragmatiques et qui, moi, je me souviens, je suis parti en voyage de noces il y a quelques années quand je me suis marié et qui, en plein milieu, j'ai dû m'arrêter. D'abord, on était parti en Italie parce qu'il fallait pas partir trop loin. Et en plein milieu, j'ai eu un client dont j'apprends qu'il va tomber en faillite 2 jours après. Donc, j'ai dû coordonner en urgence pour facturer parce que c'était un dépôt-vente. Donc, j'ai dû facturer en urgence les stocks qu'il y avait là-bas pour être sûr je m'entendais bien avec le gars et donc il a accepté de faire passer la facture avant. Mais donc pendant toute une après-midi de mon voyage de noces, mon épouse m'attendait en disant bon, qu'est-ce que tu fais? Bon, elle travaille aussi beaucoup, donc il y a eu d'autres moments où c'était dans l'autre sens. Donc c'est parfois de faire des choix et faire des sacrifices. À l'époque, on allait perdre 5 ou 6 000 euros, ce qui pour beaucoup pourrait dire ton voyage de noces, mais à l'époque 5 ou 6 000 euros, c'était ce qui pouvait nous faire passer d'un côté ou de l'autre. Évidemment. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc, le conseil, c'est de savoir la réalité des hauts et des bas et de l'amplitude, c'est bien dit, je trouve, de l'amplitude des montagnes russes que représente l'entrepreneuriat et nécessairement les lancements d'une marque. Exact. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Gilles, justement, quand il s'est lancé? Tu aurais voulu lui dire ça, justement? Sans doute. Un autre truc, et là c'est plus personnel, c'est parfois de me faire un peu plus confiance. C'est-à-dire que j'avais des convictions parfois qui allaient peut-être à contresens et j'ai parfois mis un peu de temps. Alors on parlait tout à l'heure, travailler sur stock à l'époque c'était peut-être avant-gardiste et ça l'était je pense. Mais il y a eu d'autres points sur lesquels j'ai pas osé me faire confiance et j'aurais dû. Ouais, intéressant.
Donc après, il faut choisir la frontière. Donc c'est toujours difficile de ne pas être une tête brûlée, mais en même temps de faire confiance à son instinct. Donc, la frontière est super fine. Hein. Exactement. Mais oui, je pense que j'aurais pu me faire confiance un peu plus souvent. Chouette. Et de quoi es-tu le plus fier? Oui, à Bien Rose, c'était il y a longtemps pour moi. Et en fait, je me rends compte régulièrement que c'est encore une marque qui a marqué les esprits. Quand j'en parle encore beaucoup, ça m'a marqué forcément moi parce que ça a été 6 ans de ma vie quand même où j'ai pas fait grand-chose d'autre. Mais indépendamment de ça, encore régulièrement, moi je rentre un peu timidement en rendez-vous, en conseil et je dis oui, bon, j'ai monté une marque de chemise à Bien Rose et les gens me répondent ah ouais, mais j'en ai encore dans mon armoire. Ah, c'est chouette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis assez fier. Et puis Burton, c'était complètement improbable, honnêtement. C'était une blague, ce truc. C'était pas censé devenir un business, quoi. Et ça a payé des salaires, bon, le mien déjà depuis des années, mais en plus des salaires d'employés pendant des années. C'est formidable. Donc c'est pas mal. Je suis d'accord. Et 5000 bretelles par an, moi je trouve ça formidable. Oui, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Super, mais c'est génial de dire que la croissance est devant toi. Après Covid, on était à 7500 paires. On a un peu plus, on s'approchait des 10 000. Donc maintenant, on rattrape le chiffre d'affaires de l'époque, mais par contre, on vend des bretelles de plus haut de gamme et donc on vend moins de paires, mais on les vend à des prix moyens plus élevés. Donc peut-être que ton chiffre d'affaires est meilleur. Donc, in fine, en tout cas, la marge est meilleure. Super. Bah écoute, c'est quand même, t'as raison, une fierté et c'est bien de relever, quoi. Et puis c'est fun. Ouais. Honnêtement, vendre des bretelles, c'est fun. Et ça te va très bien. Enfin, tu vois, non, tu t'es pas planté, quoi. Tu vois. Et évidemment, photo à l'appui de cet épisode, mais Gilles porte des bretelles, quoi. Et d'ailleurs, les 3, 4, 5 fois où je t'ai rencontré, tu portais toujours des bretelles. Au moment où j'ai lancé la marque, c'était assez amusant, j'en portais presque jamais. Et depuis qu'on a pris ce pivot vraiment d'assumer le côté casual de nos collections, en fait, je me retrouve beaucoup mieux dans la marque. Et en fait, on a développé vraiment dans ce sens-là et ça me correspond beaucoup mieux. Donc, à partir de fin 2018, j'ai commencé à en porter beaucoup plus et depuis 4 jours sur 5, je porte des bretelles. Ouais, c'est chouette. Super chouette. Oh, écoute, c'était passionnant. J'ai adoré cette discussion. Et je pose toujours ça en fin d'épisode. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans la mode belge et qui souhaiterais-tu écouter à mon micro? Spontanément, il y a 2 jeunes marques que j'aime beaucoup, que j'ai toutes les 2 rencontrées récemment dans différents contextes et que je trouve vraiment font un travail admirable. Il y a donc d'une part une double marque anversoise qui s'appelle Castar et Our Sister, qui ont une boutique dans le centre d'Anvers et qui est une très très chouette marque portée par Michiel, qui est un type très très bien, qui travaille en famille avec ses frères. Et ils ont une boutique dans Anvers. Ils ont une boutique à Anvers. Donc Castar et Our Sister. Ok, cool. Et où est la boutique? Je connais pas très bien Anvers, mais c'est en plein centre. Ok, super. Une très belle marque, c'est vraiment intéressant. Et alors, une autre marque de l'autre côté, quoique elle a des attaches anversoises aussi, c'est une marque qui s'appelle Indie, qui est portée par... des ados. Oui, c'est une marque pour ados qui est portée par 2 personnes qui sont aussi super, qui font un très très bon travail. C'est bien que tu me remettes... Ariane et Virginie, qui sont... J'ai rencontré à l'époque... Très chouette femme. Franchement, elles font un travail vraiment extrêmement impressionnant dans un marché qui est complexe et qui est le marché d'adolescents, qui est un marché qui est un peu un entre-deux, donc qui n'est pas nécessairement évident. Je connais Ariane depuis très très longtemps, bien avant qu'elle ne lance son projet, et vraiment c'est une très chouette marque. Donc je te conseille ces deux-là. C'est une marque que moi-même je suis et j'aime bien et que je trouve très chouette. J'ai même déjà acheté des pièces pour ma fille. Ah ben, je peux comprendre. Et du coup, oui, Michiel et Ariane et Virginie, c'est vraiment les prochaines personnes qui doivent être à ton micro. Eh ben, très bien, je manquerai ça. Écoute, un grand merci Gilles et écoute, longue vie à Bertel. Merci à toi. Ciao. À bientôt.